France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La mort sur la route des vacances, un car marocain qui reliait la Belgique à l'Afrique du Nord s'est retourné hier soir près de Poitiers. Il y a 12 morts et 2 blessés graves. D'après les rescapés, le chauffeur roulait trop vite sur une chaussée trempée par la pluie. La piste de l'accident de voiture se précise après la disparition de la petite Jeanne-Marie à Rhino, mais l'enfant aurait ensuite été enlevé. Le parquet de Strasbourg a requis 6 mises en examen, dont 2 pour enlèvement suivi de mort. 22 secondes et tout s'est écroulé. Des milliers de personnes ont assisté au dynamitage des 2 barres géantes de la Courneuve. Les 1400 occupants des appartements ont tous été relogés. En Irak, Al-Qaïda déclare la guerre au nouveau gouvernement. Abou El-Zarqawi menace directement le Premier ministre Riyad Alaoui. Le choc par ailleurs en Corée du Sud après la décapitation d'un otage à Bagdad. Un projet de loi contre l'homophobie, enfin, adopté en Conseil des ministres. Désormais, elle sera placée sur le même plan que le racisme ou l'antisémitisme. Un texte controversé. La Fédération de la presse, par exemple, estime qu'il restreint la liberté d'opinion et d'expression. D'abord donc cet accident qui a fait 12 morts hier soir sur la Nationale 10 près de Poitiers. Il était un peu plus de 21 h et il pleuvait à verse. Le car qui transportait des passagers marocains ou d'origine marocaine vers Tanger roulait sans doute trop vite. Reportage François Privat, Philippe Ritten, Philippe Dumel. Une enquête minutieuse et difficile vient de débuter. L'autocar marocain était-il ou non en train de doubler un camion? Roulait-il trop vite sous une pluie battante, comme l'affirment certains rescapés? Le car roulait trop vite. Il roulait peut-être à du 120 en dessous d'une pluie. Et il voulait doubler en même temps. Et... Ça veut dire qu'il voulait doubler un camion? Oui. Et on a fait plusieurs tonneaux et il y a des gens qui sont morts et tout. On était dans une petite place et on dirait qu'on manquait de souffle. Malgré que les fenêtres s'étaient cassées, on manquait de souffle. 12 personnes ont perdu la vie dans cet accident, où l'on déplore également 38 blessés, dont 2 se trouvent toujours ce soir dans un état préoccupant. Ouais, c'était la panique. Tout le monde criait, tout le monde voulait qu'une seule chose, sortir du car. Vous aviez le sentiment aujourd'hui d'avoir échappé au pire? Ouais, un petit peu, ouais, parce que quand je vois que les personnes qui étaient à côté de moi sont décédées et que je suis sorti indemne, je me dis que j'ai eu de la chance. Le drame s'est déroulé sur une portion peu accidentogène de la Nationale 10. Une 2 fois 2 voies aménagée, à tel point que chaque jour, environ 6000 camions ou autocars quittent l'autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux pour emprunter cette route gratuite. Les poids lourds qui choisissent de prendre la nationale peuvent le faire, à condition bien sûr de respecter les règles, d'être extrêmement prudent. Ce n'est pas le statut de la route qui fait l'accident, c'est souvent le comportement, le cas échéant, des conducteurs. Blessé, le chauffeur qui conduisait au moment de l'accident n'a pu être entendu. Le deuxième chauffeur, lui, a été placé en garde à vue. Et Jacques Chirac a exprimé son émotion et sa tristesse au roi du Maroc et ses condoléances aux familles. Même si cette portion de route n'est pas réputée comme étant particulièrement dangereuse, la Nationale 10 fait partie des voies à risque et la France a décidé de se doter d'une carte pour recenser les points noirs et faire baisser un peu plus le nombre d'accidents. La Grande-Bretagne a montré la voie, cela semble assez efficace. Laurent Boussier, Dominique Marotel à Londres. Une nationale dans le nord de l'Angleterre où la vitesse est certes limitée, mais où chaque année plusieurs véhicules heurtent violemment cette rangée de lampadaires. Voilà typiquement le genre d'endroit pointé en noir sur la carte des routes les plus dangereuses du pays. Une carte relativement nouvelle, puisqu'elle n'a que quelques mois, mais une carte qui, même en Grande-Bretagne, est une petite révolution. Tout le monde peut maintenant voir clairement si telle ou telle route est sûre ou dangereuse. À partir de là, on peut commencer à discuter pour savoir comment on peut améliorer les choses. Noir, rouge, jaune, blanc et vert, grâce à un code couleur, chacun peut identifier avec précision le degré de dangerosité d'une portion de route. Vitesse excessive, chaussée défoncée, carrefour dangereux, voire proximité d'une discothèque, toutes les causes des accidents entrent en ligne de compte. Grâce à cet outil, les usagers, les associations de sécurité routière réclament, preuve à l'appui, des aménagements pour sécuriser une portion de voie. Exemple à Broomhall, au sud de Londres. Ici, depuis l'installation de 2 radars qui limitent à 30 miles, 45 km/h la traversée du village, le nombre de piétons blessés a été divisé par 10. Sur la carte des accidents, Broomhall est passé de rouge à blanc. Radar fixe, radar mobile et politique de fermeté. Depuis longtemps déjà, la Grande-Bretagne a un des taux d'accidents mortels les plus faibles d'Europe.
Mais l'arrivée de cette carte des portions de route les plus meurtrières a permis au niveau local une nouvelle prise de conscience des dangers d'une conduite irresponsable. Et puis toujours à propos de sécurité routière et avant les grands départs en vacances, sachez que l'opération éthylotest à 1 € a démarré hier. Ils seront disponibles en pharmacie. Rappelons qu'un mort sur 3 est imputable à l'alcool sur les routes. L'enquête sur la disparition de la petite Jeanne-Marie à Rhino, je vous le disais, la piste de l'accident de voiture se précise, mais avec peut-être des circonstances aggravantes. C'est ce que vient de déclarer le parquet de Strasbourg qui a requis 6 mises en examen ce soir, dont 2 pour enlèvement suivi de mort. Paul de Genève avec Caroline Gauthier. Dans ces voitures, 6 membres d'une même famille qui devraient être mis en examen ce soir, dans le cadre de la disparition de la petite Jeanne-Marie. 2 leçons pour enlèvement suivi de mort. Cela veut dire que la fillette était peut-être encore vivante après l'accident. Le conducteur serait arrêté. L'enfant aurait été chargé dans la voiture, puis ramené au sein de la famille. Et ensuite, dans des conditions qui sont mal déterminées, abandonné à un endroit où on n'a pas pu la retrouver. Ces aveux, le procureur les a obtenus du plus jeune des occupants de la voiture. Il a reconnu que c'était son frère, âgé de 34 ans, qui était au volant quand ils ont renversé Jeanne-Marie. Cet après-midi, les gendarmes ont emmené à Hartolsheim l'un des suspects. Comme la nuit dernière, les plongeurs ont sondé un étang et avec l'aide de brigades cynophiles allemandes, ils ont ratissé cette zone. Mais pour l'instant, aucune trace ni du corps de la fillette, ni de la voiture. La thèse de l'accident est donc privilégiée ce soir, mais le procureur a rappelé que l'enquête n'était pas terminée et qu'aucune piste n'était écartée. Le procès pour pédophilie d'Outreau, les débats sont clos, c'est l'heure des plaidoiries et du réquisitoire, il sera connu demain. Et à la veille de ce moment clé, voici un témoignage, celui d'Aurélie Grenon, l'une des 2 principales accusées de viol et d'attouchement, accusée mais aussi accusatrice, puisqu'avec sa voisine Myriam Badaoui, c'est elle qui avait désigné ceux qu'on a appelés les notables avant de se rétracter. Elle s'exprime pour la première fois sur la descente aux enfers et sur ses mensonges. Interview réalisée par Agnès Gardet et Vincent Kellner. Aurélie Grenon rasant les murs du palais de justice de Saint-Omer. 23 ans, accusée de viol sur mineur. Ses victimes, les enfants de Myriam Badaoui et Thierry Delay. Tout a commencé en 98, un soir de septembre, chez ce couple à la dérive, devant un film X. Il y a monsieur Delay qui a été chercher ses enfants, qui était toujours dans la chambre ou dans la salle. Et il leur a demandé de venir. Et puis il a trouvé, il leur a dit venez voir comment qu'on fait l'amour, ça vous apprendra quand vous serez plus vieux. Il a commencé comme ça. Et les petits ont regardé quoi. La suite est difficile à entendre. Son fiancé David Delplanque ne dit pas non. Aurélie Grenon, elle, prétend avoir voulu fuir. J'ai reçu des coups de la part de monsieur Delay. Il a commencé à me hurler dessus, à me dire de faire pareil. Moi je voulais pas et puis il m'a dit c'est facile et puis c'est de là qu'il a pris ma main et qui m'a fait poser la main sur les enfants. Piégée, dit-elle, par la peur et la honte au point de recommencer. Lorsque l'affaire éclate en 2001, elle avoue et donne des noms, début de l'engrenage. Elle maintiendra ses accusations pendant toute l'enquête dans le cabinet du juge aux côtés de Myriam Badaoui. C'était Myriam qui parlait, qui décrivait les scènes, qui décrivait les gens, qui disait qui était là, qui n'était pas là. Et puis je suivais ce que Madame Delay disait. Je répétais peut-être pas mot pour mot, mais ce qu'elle disait, moi je confirmais derrière, quoi. Et c'est vrai qu'il y aurait eu les confrontations individuelles. On n'en serait pas là, enfin, certaines personnes ne seraient pas là en ce moment, quoi. Jusqu'à ce procès, hors norme, où 13 accusés sur 17 clament leur innocence, Aurélie Grenon a reconnu devant la cour les avoir impliqués à tort. Elle sait qu'ils ne lui pardonneront jamais. Un mot de l'affaire Caroline Dickinson. Francisco Arce Montes, condamné à 30 ans de prison pour le meurtre et le viol de la jeune Britannique, a décidé de faire appel. Les parents de l'adolescente se disent bouleversés et en colère. Notre souhait de commencer à reconstruire nos vies est à nouveau mis en attente, indique-t-il.
500 kilos de dynamite pour tirer un trait sur 40 ans d'histoire à La Courneuve. Les deux immenses barres de 15 étages se sont effondrées comme prévu à la mi-journée. Elles laisseront la place à des maisons individuelles et à de petits immeubles, dans l'assistance des cris, des vivas, des pincements de cœur aussi. Amaury Guibert, Dorothée Cochard, Régis Maté. Un compte à rebours pour la fin d'une époque. 3, 2, 1, feu! 3600 détonateurs font sauter une demi-tonne d'explosifs. L'une après l'autre, les deux barres s'effondrent, comme des châteaux de cartes. En dehors du périmètre de sécurité, les habitants n'en croient pas leurs oreilles, ni leurs yeux. Bientôt, un nuage de poussière les recouvre. Voilà, vous avez un peu de poussière. Les larmes viennent peut-être de là, mais cela n'enlève rien à l'émotion. On a tous un bonheur là-bas et c'est dommage qu'ils le détruisent maintenant. Ils auraient dû le renouveler. Près du pas de tir, satisfaction générale chez les officiels et déjà, on pense à la suite. Les projets que nous avons dessus vont très rapidement reprendre le dessus, y compris psychologiquement, de façon à ce qu'il y ait une réelle alternative maintenant pour ces populations, pour notre ville. Faire du passé table rase, mais pour l'avenir, les attentes sont nombreuses. Platon disait ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais ce sont les hommes. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé les immeubles que les problèmes ne sont plus là. Les problèmes sont à caractère sociaux. Nous, on aime bien nos quartiers. Aujourd'hui, ça a eu son époque. Aujourd'hui, c'est une autre époque. On veut démolir ça pour reconstruire un autre avenir. Au 4000, l'avenir se dessinera avec ces petits immeubles. Maximum 5 étages, beaucoup plus d'espace vert. Mais il faudra d'abord déblayer les gravats, au moins 4 mois de chantier. Justice, Jean-Marie Messier a été mis en examen hier soir, notamment pour manipulation de cours et diffusion de fausses informations. L'ancien PDG de Vivendi a diffusé un communiqué pour s'expliquer. Il assume les décisions prises sur les rachats d'actions par le groupe et sur les méthodes comptables. Elle répondait selon lui aux règles en vigueur à l'époque. Il précise qu'aucun enrichissement personnel ne lui est reproché. Jean-Marie Messier a été laissé en liberté contre le versement d'une caution d'1 350 000 €. L'adoption au Conseil des ministres d'une loi contre l'homophobie, elle fait suite à plusieurs affaires d'agression et prévoit une répression plus sévère, mais le texte est controversé. Pour la Fédération de la presse, par exemple, les bonnes intentions ne font pas forcément une bonne loi. Elle estime que la liberté d'opinion et d'expression peut être menacée. Pauline Revenat, Pierre Le Petit. L'homophobie, ce sont des regards, des insultes, des menaces et des mésaventures devenues trop banales. Je me suis fait agresser une fois par une bande de voyous qui m'ont dit on va casser du PD et ils sont arrivés avec des battes. Il était 3 ou 4 heures du matin, on attendait un taxi et il y a 4 jeunes qui sont passés, ils nous ont craché dessus quoi. Désormais, les injures et les propos homophobes tombent sous le coup de la loi. Toute provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination selon l'orientation sexuelle deviendra un délit. La peine encourue, 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Certaines associations de défense des homosexuels auraient aimé que la loi aille plus loin, notamment concernant le sexisme, même si toutes y voient une avancée. La loi, elle est tout de même là pour défendre les citoyens. Et un citoyen ou une citoyenne qui est homosexuelle n'a pas à subir le fait d'être homosexuel. Certains éditeurs de presse, eux, s'inquiètent. La diffusion de propos homophobes pourrait donner lieu à poursuite. Réponse du garde des Sceaux, la liberté d'opinion n'est pas menacée. Je pose simplement la question... pourquoi traiter différemment ceux qui sont des homophobes, ceux qui mettent en cause les minorités et ceux qui sont des racistes. Et là, vous avez Après le mariage homosexuel célébré à Bègle, le secrétariat de Noël Mamère a reçu près de 2500 lettres ressemblant à celle-là. L'homophobie peut aussi s'exprimer noir sur blanc. La politique avec les grandes manœuvres à droite, François Fillon, qui réunissait son club hier soir, n'exclut pas d'être candidat à la présidence de l'UMP. Devant 500 sympathisants, dont 50 parlementaires, il a également signifié implicitement qu'il pourrait, le cas échéant, soutenir une candidature de Nicolas Sarkozy. Pendant ce temps, Jacques Chirac recevait à l'Elysée des représentants des peuples indiens d'Amérique. Le chef de l'État a indiqué à cette occasion que la France refusait, je cite, la fatalité d'une dissolution progressive des peuples premiers. Il faut reconnaître leur particularisme dans le droit international, dit-il. Rappelons également que l'ouverture d'un musée consacré aux cultures autochtones est prévue en 2006 à Paris.
À l'étranger, d'abord la situation en Irak. Un duel sans merci se dessine entre le nouveau gouvernement et le chef islamiste Zarqawi, lié à Al-Qaïda. Dans un enregistrement, il menace directement le Premier ministre, Yad Alaoui, qui a déclenché dimanche dernier un plan de guerre antiterroriste. Par ailleurs, au lendemain de la décapitation de l'otage sud-coréen, Séoul réaffirme son refus de céder. Claude Sampère. Sur tous les visages, la même tristesse et la même colère. Après l'annonce de l'assassinat de l'otage sud-coréen Kim Soo-il en Irak, plusieurs rassemblements comme celui-ci ont eu lieu en Corée du Sud. Des manifestations pour rendre un dernier hommage à l'otage décapité, des manifestations pour protester aussi contre l'envoi par la Corée du Sud de soldats en Irak. L'annonce de l'exécution de cet homme de 33 ans qui travaillait comme traducteur à Bagdad a fait la une de toute la presse dans le pays. Les télévisions ont diffusé à de nombreuses reprises les images de sa famille en pleurs. Le président en personne est intervenu devant la presse pour réaffirmer que la Corée ne changerait pas de politique en Irak et qu'elle enverra bien comme prévu 3000 soldats supplémentaires dès le mois d'août. À Washington, le président Bush a également affirmé que les États-Unis ne seraient pas intimidés par les terroristes. En Irak, les Américains font ce qu'ils peuvent pour traquer les groupes responsables des enlèvements d'étrangers. Hier, ils ont lancé un raid aérien à Fallujah contre le numéro 1 d'Al-Qaïda en Irak, Al-Zarqawi. Plusieurs civils ont été tués. Al-Zarqawi, que l'on voit ici en photo, vient justement de lancer sur Internet des menaces de mort contre le Premier ministre irakien. Un Premier ministre qui se déplace 24 heures sur 24 avec une escorte très imposante. Officiellement, les Américains doivent remettre le pouvoir aux autorités irakiennes dans 8 jours. Depuis le début du mois de juin, il y a déjà eu une vingtaine d'attentats qui ont fait près de 200 morts. Et en Arabie Saoudite, le roi Fahd a choisi la voie de l'amnistie pour lutter contre Al-Qaïda. C'est ce qu'il promet aux islamistes recherchés qui se repentiraient d'ici un mois. Et puis des nouvelles, si l'on peut dire, de Saddam Hussein. Dans une lettre transmise par la Croix-Rouge à l'une de ses filles et publiée par le site internet de l'hebdomadaire Newsweek, il affirme, je cite, « Mon moral est haut grâce à la grandeur de Dieu ». La plupart des autres passages ont été noircis par la censure américaine. L'Amérique précisément est le coup de colère de Bill Clinton. Interrogé de façon insistante au lendemain de la sortie de ses mémoires par un journaliste de la BBC sur l'affaire Monica Lewinsky, il a mis en cause le rôle des médias. On l'écoute. Je vais vous dire une chose. Si dans cette histoire, le procureur a eu autant les coups des franges, c'est parce que les gens comme vous ne s'intéressent qu'à ce genre de questions. Les gens comme vous rendent toujours service à l'extrême droite, parce que vous aimez blesser les gens, et vous aimez dire combien les gens sont mauvais et quels sont leurs travers personnels. Regardez notre entretien. Vous avez décidé de consacrer du temps à l'affaire Lewinsky, et vous devriez le reconnaître. Oui, ça m'intéresse beaucoup plus que de savoir si Bill Clinton a sauvé des vies en Bosnie ou s'il a permis le retour d'1 million de personnes au Kosovo. En France, une saisie record de faux billets en région parisienne, des coupures de 10 et 20 en majorité pour une valeur totale de plus de 3 millions d'euros. Des imprimantes, un atelier de finition et de faux documents ont été saisis. 22 personnes ont été interpellées. À propos d'argent, c'est parti pour les soldes dans la moitié nord de la France, y compris à Paris. Grosse journée selon les commerçants qui constatent depuis quelques années que les femmes ne sont plus les seules à savoir trouver les bonnes affaires. Peggy Leroy, Patrice Brugère. La frénésie des soldes, c'est aussi un phénomène masculin. Car pendant cette période, vestes, chaussures, pantalons, chemises, les hommes s'équipent et pas de place pour le superflu. Quand je vais dans un magasin, c'est pour acheter. C'est pas pour regarder, tourner. Donc avec tout ce monde, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais bon, on fait avec, hein, on peut pas tout avoir. Les prix, être tranquille. Les soldes, une période où pour une fois, la perspective de faire des bonnes affaires l'emporte sur la phobie, paraît-il, masculine du shopping. Ça me fatigue aussi beaucoup parce que j'aime pas la foule, mais je suis bien obligé d'y passer. Et les magasins pour hommes n'ont rien à envier aux boutiques pour femmes, car on y dépense 20 à 30% de plus pendant les 4 semaines de rabais. Par rapport à la femme, ils font peut-être moins de visites, mais par contre, quand ils viennent dans notre magasin, ils achètent effectivement plus, donc le panier moyen est en général supérieur à celui de la femme pendant les soldes. Les hommes deviendraient donc des pros des soldes, efficaces et méthodiques, mais alors pourquoi trouver encore dans leur rayon des femmes ? Vous faites les courses pour votre mari, là ? Oui, tout à fait. Il ne peut pas les faire lui-même ? Il ne les fait jamais lui-même. Je lui achète tout et quand ça ne va pas, je retourne une autre fois pour les changer. Voilà. Mais c'est très agréable. Hein ?
Agréable, la preuve, entre deux étals de chaussures, on peut toujours se faire masser, par une femme bien sûr. Le commerce, toujours avec cette expérience qui annonce peut-être la fin des caissières. Cela se passe à Lyon, dans un supermarché. Le client fait passer lui-même ses produits à la caisse avant de payer par carte de crédit. Stéphane Despinois. Bonjour et bienvenue à la Caisse Express. Veuillez passer votre article devant le scanner, s'il vous plaît. Ici, les clients jouent à la caissière. À eux d'effectuer la lecture des codes barres. Un passage en caisse que certains jugent un peu sportif. Je trouve ça compliqué. Voilà, je n'ai pas l'habitude, hein. J'ai pas d'ordinateur chez moi. C'est pratique, hein. Ça évite d'attendre. L'idée directement importée des États-Unis, c'est en effet de faire gagner du temps aux gens pressés. Faire la queue, c'est la hantise des consommateurs. L'attente en caisse en dissuade plus d'un. Globalement, on sait qu'un client, après 3 clients en attente, le 4e client est perdu. Donc ça, on le sait. On a également des études qui nous montrent que c'est un facteur très important dans la fréquentation et le choix d'une enseigne. Bien entendu, choisir la Caisse Express, c'est se priver du sourire de la caissière. Or, selon un sondage, 93% des consommateurs déclarent encore apprécier leur travail. Football et l'Euro 2004, après l'Espagne, c'est l'Italie qui disparaît de la compétition malgré sa victoire hier soir face à la Bulgarie et en raison d'un règlement un peu subtil. Julien Benedetto. Ce matin, dans les rues de Rome, l'élimination de la Squadra Azzurra était dans tous les esprits. Les Italiens n'ont pas digéré la contre-performance de leur équipe nationale, sortie prématurément de l'Euro. Non, je préfère qu'on change de sujet. Ça me donne des cheveux blancs. C'est qu'une bande de losers. Même les joueurs les plus forts comme Vieri et Del Piero ont été à côté de la plaque. Les Romains n'ont guère apprécié ce nouveau faux pas de leurs favoris. Et la presse italienne, dans ses gros titres, s'attaque aux joueurs. À la maison, les milliardaires, ironise même le Messaggero. La victoire en pleurant, voilà qui aurait pu être le titre d'un film au scénario cruel pour l'Italie. Dans le rôle principal, Antonio Cassano croit devenir le héros de tout un peuple en signant le succès 2-1 contre la Bulgarie. Pauvre Cassano, à peine le temps de rejoindre le banc de touche pour fêter son but. Et voilà les remplaçants italiens qui lui annoncent la terrible nouvelle. À Porto, la Suède vient d'égaliser. Un match nul 2-2 contre le Danemark qui condamne les Italiens et envoie Suédois et Danois en quart de finale. Et pendant que les Scandinaves fêtent leur qualification, ce match nul n'en finit pas de faire jaser en Italie, certains dirigeants transalpins criant même au complot, sans toutefois donner suite à leurs accusations. Et ce soir, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Lettonie se disputent la dernière place pour les quarts de finale. Match à suivre sur France 2 avec les commentaires d'Eli Bop, de Christophe Josse et de Charles Bietri. Encore une grande soirée de football, donc, puisqu'à 22h50, vous retrouverez également Laurent Luyat pour le journal de l'Euro. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet. On se quitte sur cette autre image de l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle croix de la cathédrale de Dresde en Allemagne. Elle est dorée, elle mesure 7 mètres de haut et c'est la Grande-Bretagne qui l'a construite et offerte en signe de réconciliation. Dresde avait été presque totalement détruite, ravagée par les bombardements alliés en 1945. À demain. Votre soirée sur France 2. Euro 2004, l'Allemagne vise les quarts de finale face aux Tchèques déjà qualifiés. Les voisins sont-ils obligés de s'entendre? Réponse avec Jean-Luc Delarue et ses invités. Enfin, revivez l'autre match de cette dernière soirée de poule, Pays-Bas-Lettonie. France 2. Allemagne-République tchèque en direct, ça se discute et Pays-Bas-Lettonie, ce soir sur France 2.